Qu'est-ce que la phobie? Le terme évoque la fixité de peur élue ou le caractère insistant du dégoût ou de la répulsion envers certains objets qui déclenchent de l'anxiété et des réactions de fuite. C'est une idée qui s'impose aux patients associée à un état affectif qui est l'angoisse. Elle est rationnellement injustifiée. L'être n'est pas terrorisé par un pigeon, une araignée ou un bouton, et pourtant. Elsa tremble sur le divan en évoquant sa phobie des poussins. Frissonnante, elle ressent un profond dégoût, des nausées. À la vue d'un escargot ou d'une limace, Madame L a des sueurs froides. Son rythme cardiaque s'accélère, sa bouche s'assèche, soit l'effroi la pétrifie, elle pleure, soit elle prend ses jambes à son cou. Rares sont les balades en forêt ou à la campagne car un danger rôde, à moins qu'elle n'ait un accompagnant qui lui fasse éviter toute rencontre malencontreuse avec le gastéropode. Un régime de terreur interne œuvre. Pourquoi l'angoisse apparaît et comment se transforme-t-elle en phobie? Sigmund Freud fait une découverte fondamentale qui l'amène à réviser sa première théorie, mes collègues en ont beaucoup parlé, et à affirmer que l'angoisse est première et qu'elle produit le refoulement et non l'inverse. L'angoisse est un état d'affect, la reproduction d'un événement ancien qui comportait une menace de danger. L'angoisse est au service de l'autoconservation et elle est relayée par la formation du symptôme, dit Freud. Le moi éprouve de l'angoisse car il est confronté à des conflits entre les investissements narcissiques et objectaux. Les désirs s'avèrent alors soit irréalisables du fait de la réalité ou interdits par les instances surmoïques. Ils sont ainsi partiellement refoulés. L'affect d'angoisse est scindé de la représentation qui l'a fait naître et peut se fixer sur un objet extérieur, l'objet phobogène. L'angoisse est donc à la fois à l'origine et symptôme central de la phobie. La formation du symptôme est postérieure à l'angoisse, dit Freud, comme si les symptômes étaient créés pour éviter cette irruption. C'est donc l'état émotif anxieux qui prédomine dans le mécanisme psychique de la phobie. Il se fixe sur une idée propre à devenir l'objet phobique. Dans un premier temps, Freud pense que l'angoisse traduit une anxiété dont l'origine est sexuelle, dans le sens d'un excès libidinal. Ce serait une accumulation de tensions, d'excitation somatique provoquée, entre autres par l'abstinence, qui s'est colorée en angoisse. Lucille en a parlé tout à l'heure. Puis, s'apercevant que la satisfaction sexuelle ne suffit pas à guérir la névrose, il met en évidence le rôle du fantasme dans la formation des symptômes et le complexe d'Oedipien. Mais dès 1897, dans le manuscrit M, il note que les symptômes d'angoisse liés à la phobie dérivent de fantaisie. Dans l'angoisse névrotique, ce dont on a peur, dit Freud, c'est de sa propre libido. L'angoisse naît devant une revendication de la libido, un danger pulsionnel interne, lequel n'est pas reconnu consciemment. Freud repère qu'à différents âges de développement correspondent une condition d'angoisse déterminée. Au premier âge, le danger de l'état d'impuissance à s'aider soi-même. Dans les premières années d'enfance, le danger de la perte d'objets. À la phase phallique, il s'agit du danger de castration. Et enfin, l'angoisse devant le surmoi pendant la période de latence. L'enfant se débarrasse de sa difficulté interne, issue de scénarios touchant à des interdits, le meurtre, l'inceste, le coït parental, qui font craindre à une répression en la déplaçant sur un objet externe. Freud découvre ce mécanisme au travers du cas du petit Hans. Il fait le lien entre la phobie et la place du père dans la psyché de l'enfant. Pris entre les sentiments de haine, d'amour et de rivalité à l'égard de son père, la constitution de l'objet phobique par déplacement du père au cheval offre une solution au conflit. La haine est refoulée, l'amour du père reste conscient, le cheval est craint. Il est plus facile d'éviter l'objet phobique que de se débarrasser du père et de l'angoisse de castration qu'il suscite. Ce qui propulse le sujet dans la phobie, c'est donc la menace de perte, de castration. D'ailleurs, dit Freud, je le cite, « Beaucoup d'individus ont des difficultés à surmonter l'angoisse devant la perte d'amour. Ils ne deviennent jamais suffisamment indépendants de l'amour des autres et persistent sur ce point dans leur comportement infantile. Ainsi, précise-t-il, le danger de castration se maintient sous le masque de phobie et de nombreux adultes restent infantiles dans leur comportement vis-à-vis du danger car ils n'ont pas surmonté
des conditions d'angoisse périmées. L'objet phobique joue à la fois le rôle de signal d'angoisse, donc il informe le moi d'un danger imminent, mais inconscient, et également celui de masque quant à son origine. À partir de sa relecture de Freud, Jacques Lacan vient étayer ces deux idées de ces concepts. L'objet phobique est avant tout pour Lacan insignifiant, c'est-à-dire un élément de langage qui se substitue à l'objet d'angoisse. Dans son séminaire sur la relation d'objets, il questionne le rapport entre l'objet et le signifiant phobique et envisage l'objet phobique comme un instrument à parer le fond d'angoisse qui caractérise, aux différentes étapes du développement du sujet, son rapport au monde. Il s'accorde à l'idée, avec Freud, sur l'idée qu'il n'y a aucun rapport direct entre l'objet et la prétendue peur, et parle même d'une distance considérable, car, dit-il, l'objet enferme le sujet dans un rempart à l'intérieur duquel celui-ci se met à l'abri de ses peurs. Enfin, note Lacan, il est très difficile de savoir de quoi l'enfant Hans a peur. Sa phobie comporte des éléments quasi irréductibles et peu représentatifs. Elle demeure énigmatique. Bien que son père lui demande si c'est le harnais, le fer dans la bouche ou la tache qui l'effraie, en définitive, on ne sait pas ce qu'est ce noir devant la bouche du cheval qui inquiète Hans. La phobie, précise Lacan, n'est pas du tout l'angoisse, laquelle est, comme l'a articulé Freud, sans objet. À l'inverse, la peur concerne un objet nommable réel, bien qu'il puisse garder en lui la trace de l'angoisse. Rappelons-nous comment Elsa articule sa peur du poussin, petit, aveugle, noir, mort à l'intérieur. La phobie vient indiquer l'effroi du sujet, un irreprésentable, une absence, voire, dit Lacan, un abîme dans la réalité. Et cette angoisse ressurgit comme un signal d'alarme chaque fois qu'il y a lieu d'indiquer l'épouvante. Précisément, lorsque l'enfant se sent tout d'un coup lui-même comme quelque chose qui peut être mis complètement hors jeu, dit Lacan. Je continue avec Lacan. L'objet phobique se place entre le désir du sujet et le désir de l'autre et assure là une fonction de protection et de défense. La peur de l'objet phobique est faite pour protéger le sujet de l'approche de son désir. Un désir qui concerne soit un investissement sexuel, soit une représentation interdite, soit un sentiment agressif à l'égard d'une personne respectée. Lacan précise que l'angoisse, je le cite, est corrélative du moment où le sujet est suspendu entre un temps où il ne sait plus où il est, vers un temps où il va être quelque chose où il ne pourra plus jamais se retrouver, alors que jusque-là, l'enfant était dans le paradis du leurre. L'angoisse d'Elsa apparaît à des moments clés, pendant l'enfance de façon traumatique, puis à l'adolescence, au moment où se rejoue pour elle la question de la séparation. On voit bien comment la phobie est une tentative de contrôle de ce qui dépasse l'être, la mise à distance du poussin n'est pas suffisante, l'angoisse est bien là, elle souffre de ne pas s'assumer séparée, seule dans son existence. Elle doit céder sur ce leurre d'être comblée par un autre, comme lorsqu'elle était enfant. Ça ne sera jamais, comme j'avais espéré, lâché en séance par la patiente, indique l'opération de castration en cours. À la suite de Freud, Lacan spécifie que la phobie constitue un appel à la rescousse, un appel à un élément symbolique singulier qui est le manque. La phobie devient nécessaire à partir du moment où la mère manque de phallus. Dans sa relecture du petit Hans, Lacan montre que l'enfant tente de répondre au manque maternel en jouant le rôle de phallus imaginaire. Hans se retrouve face à une mère insatisfaite, inassouvie, ce qui la rend inquiétante, voire terrifiante, une mère qui cherche à le dévorer et un père impuissant à carencer à limiter la mère. Le fantasme d'être dévoré pour l'enfant une issue possible dans sa recherche de satisfaction de la mère. L'enfant ne renonce pas à satisfaire sa mère tout en craignant l'issue. Ce fantasme prend alors le masque de la phobie, laquelle supplée à la castration. C'est le refus de la castration, du manque en soi et en l'autre, qui conduit à la mise en place de la phobie. La guérison du petit Hans arrive quand l'enfant se déprend de la position de phallus maternel, qui cède sur sa position de compenser imaginairement l'insatisfaction du désir maternel.
Lacan dit que l'angoisse est donc une réaction signal à la perte d'un objet, mais pas seulement. Dans le séminaire sur l'angoisse, il spécifie qu'elle n'est pas le signal d'un manque, mais d'être le défaut de l'appui que donne le manque. Donc ce n'est pas le manque qui angoisse, on l'a vu avec les collègues, c'est le manque de manque. C'est quand la mère est tout le temps à combler l'enfant, par son sein, derrière lui, à s'en occuper, sur son dos, à le torcher. Lacan dit, ce qui est craint, c'est la réussite, c'est le « ça ne manque pas », alors qu'il précise que c'est de la possibilité de l'absence que naît la sécurité de la présence. Prenons l'exemple d'un enfant qui a peur du noir. Il ne sait pas vraiment ce qui l'inquiète. Ce peut être le vide, l'obscurité, ce qui peut surgir de lui, le fantasme d'un monstre. Il peut soit supporter le manque, l'absence, ou demander à ce qu'il soit rempli de l'attention de ses parents ou d'un objet, qu'on lui tienne la main, qu'on dorme avec lui. Lacan nous alerte sur le fait qu'il y a toujours un certain vide à préserver qui n'a rien à faire avec le contenu ni positif ni négatif de la demande. C'est de son comblement total que surgit la perturbation où se manifeste l'angoisse. Quand la séparation n'est pas effective, l'objet reste présent dans la vie psychique. Je vais illustrer ces propos à partir de l'exemple d'une phobie de l'avion chez une psychanalysante psychotique grande voyageuse. Madame T a tout essayé pour pallier à sa phobie. Je la cite. « Ça m'a pris en 99 suite au crash du Concorde. J'ai vu une psy comportementale. J'ai fait de l'hypnose, de la sophrologie, du deltaplane. Je bois de l'alcool. J'ai voyagé dans le cockpit. J'ai fait un stage dans une grande compagnie, dans un simulateur de vol. Pourtant, chaque fois que je prends l'avion, je suis persuadée que je vais mourir. » Madame T demande aussi à l'autre de pallier à son angoisse. Ainsi dit-elle. « J'ai besoin de quelqu'un en permanence avec moi dans l'avion. Je crie, j'alerte, je pleure. J'exige qu'on me tienne la main, que les hôtesses, les passagers me parlent pendant tout le vol. Ils me disent « ça va aller » et restent en permanence à mes côtés. Elle reconnaît s'infliger cette angoisse et se gâcher le voyage. Continuant d'associer ses pensées, cette patiente se demande si cette phobie n'est pas une punition, car sa vie est géniale, c'est trop beau, je n'ai aucune limite, dit-elle. Je peux tout demander dans l'avion, tout le monde s'occupe de moi. Personnage haut en couleur, elle reconnaît là un désir infantile, rester au centre de l'attention comme une enfant, ce dont elle déplore avoir manqué pendant son enfance. D'ailleurs, elle admet en retirer aussi un bénéfice une fois le vol terminé. J'adore en parler et le raconter. Je fascine et j'impressionne les gens. La jouissance est là, le manque absent, l'angoisse perdure. Or, ce qui peut faire supporter l'angoisse, c'est d'arrêter de croire que l'autre va boucher les trous du vide, renoncer à combler le manque, donc accepter la castration. S'il n'y a pas d'absence possible, la présence sera angoissante. La personne anticipe tout, c'est insupportable, tout est prévu à l'avance. Or, rien ne se passe jamais comme imaginé. Comment faire émerger le désir quand tout est balisé à l'avance? Madame T reconnaît sa responsabilité dans sa phobie en séance. C'est pour me rendre intéressante que je fais des crises, comme un enfant avec ses parents, et c'est un gros soulagement de le savoir. Cette patiente effectuera par la suite des voyages en avion et rapportera ne plus avoir de phobie, puis décidera d'abandonner sa psychanalyse, ne voulant pas en savoir davantage sur son désir. L'être recule devant le désir de savoir car il implique la castration. Pour Madame T, le renoncement à sa jouissance n'est pas envisageable. Ma vie doit être dans l'excès, soit l'amour fou, soit la rupture, soit s'enflammer, soit perdre pied, au point de perdre le contrôle et la raison. L'apaisement, j'ai du mal. La phobie est le signe qu'une angoisse se tapit au fond de l'être. Elle masque un désir inconscient et effrayant dont il n'assume pas encore la responsabilité. La psychothérapie avec psychanalyste ou la psychanalyse est un moyen pour l'être de franchir le pas de la castration, de renoncer à ses investissements infantiles et fantasmatiques pour se lancer dans une vie où il doit affronter la réalité en adulte.